je vais rentrer dans le vif du sujet directement. Donc la monnaie, qu'est-ce que c'est? Alors la monnaie, en fait, elle a, ça marche bien, oui, elle a trois fonctions. Classiquement, c'est Aristote le premier qui les a définies. La première, c'est l'unité de compte, c'est-à-dire qu'une monnaie va servir à mesurer les flux et les échanges de biens et de services. La deuxième fonction, ça va être la réserve de valeur, c'est-à-dire que quand j'ai un billet de 100 €, je peux le garder. Dans 6 mois, je sais que je pourrais acheter quelque chose qui a à peu près la même valeur. Et puis, évidemment, c'est un intermédiaire des échanges. Donc, la monnaie, nous, on la connaît sous deux formes actuellement, principalement. Il y a la monnaie fiduciaire, donc c'est-à-dire les billets, les pièces qu'on échange tous les jours. Et puis, la monnaie scripturale, qui est dite scripturale, qui est une monnaie en fait virtuelle, puisqu'elle n'existe que dans les ordinateurs, et donc c'est des chiffres qui se baladent dans les ordinateurs. Voilà. Et ça représente 90%, 91% des échanges à l'heure actuelle, ils sont complètement virtuels. Alors, en fait, je vais vous parler déjà du principe de base, comment fonctionne une monnaie. En fait, qu'est-ce qui définit la valeur d'une monnaie? En fait, elle va être définie à partir de la quantité de monnaie qui circule, ce qu'on appelle la masse monétaire. C'est le nombre total d'argent qu'il y a en circulation, en relation avec la quantité totale de richesse qu'on échange, et évidemment le nombre d'individus. Donc pour vous illustrer ça, on va imaginer une île déserte. On a une île, et sur cette île, on va avoir 5 personnes, 10 pièces dans un coffre. Voilà, on a un coffre avec 10 pièces d'or et une seule tarte. Voilà, c'est la seule chose qu'il y a sur l'île déserte. Il n'y a pas de poisson, il n'y a rien du tout. Et donc la question c'est combien on aura de pièces par personne en moyenne, et que vaut chaque pièce. Donc ça, on va faire un petit tableau. Donc disons qu'on a 10 pièces, une tarte et 5 personnes. Donc en toute logique, s'il y a 10 pièces et 5 personnes, chaque personne aura à peu près 2 pièces. Et chaque pièce va représenter un dixième de la tarte. Ok? Ça va jusque-là? Jusque-là, tout va bien. Donc, avec chaque pièce, je vais pouvoir acheter un dixième de la tarte à quelqu'un d'autre. Et en moyenne, on aura tous 2 pièces, mais sauf qu'évidemment, il y en a un à un moment donné qui aura plus de pièces, etc. Mais en gros, voilà, ce sera 2 pièces par personne. Maintenant, si au lieu dans le coffre, il n'y avait pas 10 pièces, mais il y avait 100 pièces, si on avait 100 pièces et on a toujours une seule tarte, et bien là, on aura beaucoup plus de pièces par personne, on aura 20 pièces par personne, mais par contre, chaque pièce aura perdu de la valeur, c'est-à-dire que chaque pièce va représenter un centième de la tarte. Donc, quand on a beaucoup plus de pièces pour une certaine quantité de richesse, chaque pièce vaut moins. Voilà. Et globalement, on en a plus. Et puis l'autre cas, c'est cette fois-ci, on a toujours 10 pièces, mais sur l'île, on a 5 tartes. On a produit 5 tartes, et donc du coup, on a toujours 2 pièces par personne, puisqu'on a 10 pièces et 5 personnes, mais cette fois-ci, chaque pièce va représenter une moitié de tarte, une demi-tarte. Je ne sais pas si c'est très très clair, mais vu qu'on a 10 pièces et 5 tartes, voilà, chaque pièce va représenter la moitié d'une tarte. Donc quand on va payer avec une pièce à quelqu'un, il va nous donner la moitié d'une tarte cette fois-ci. Voilà, ça c'est vraiment le mécanisme de base d'une monnaie. Et le fait de passer de 10 pièces à 100 pièces pour la même quantité de tartes, c'est ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, c'est quand on a toujours la même quantité de richesse à partager, mais il y a de plus en plus de pièces, quoi. Et donc chaque pièce perd de la valeur. Et puis l'autre phénomène classique, c'est que quand on garde 10 pièces, mais cette fois-ci on passe de une tarte à 5 tartes, et bien ça c'est ce que habituellement on appelle la croissance. La saine croissance, c'est quand voilà, on crée de plus en plus de richesse, et donc la valeur des pièces, elle grandit, puisqu'on passe là de un dixième à une demi-tarte par pièce, quoi. Donc voilà, ça c'est les mécanismes de base qu'il faut avoir en tête pour comprendre comment fonctionne toute monnaie.
pour donner la valeur, pour avoir la valeur d'une pièce, quoi. Alors, en fait, habituellement, les gens croient aujourd'hui, enfin pensent, parce que c'est ce qu'on apprend et ce n'est pas complètement dénué de sens, que les humains sur Terre ont d'abord utilisé le troc. Ils ont voilà, faire une économie du don contre don. Voilà, je te passe une chèvre, tu me passes une vache, et puis moi je te fais du pain, et voilà. Et puis, en fait, comme ça s'est complexifié, comme il y a eu beaucoup plus d'échanges et voilà, beaucoup plus de gens qui échangeaient des choses, la société est devenue plus complexe, plus spécialisée et plus individualiste aussi. C'est plus au niveau du groupe, mais chaque individu qui voulait avoir sa part, quoi. Et donc, on a créé cet intermédiaire, la monnaie, qui aurait remplacé le troc. Et donc, finalement, la monnaie, on pense que c'est une amélioration du système de dons. Au lieu de donner, on va avoir un système de monnaie qui va permettre d'améliorer les échanges. Et ça, en fait, c'est en quelque sorte un mythe, ce n'est pas la réalité. Et c'est un mythe qui a été beaucoup propagé par notamment Adam Smith au XVIIIe siècle, qui est un peu le père fondateur du libéralisme. Et alors en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que l'économie du don, le troc, existe toujours. En fait, on fait toujours des échanges en dehors des pièces d'or ou des euros. Je te donne quelque chose, tu me rends quelque chose, etc. Ensuite, en fait, les premières monnaies, elles remontent aux racines de l'humanité. Dès le début, il y a eu ce qu'on appelle des proto-monnaies, qui n'avaient peut-être pas forcément les trois qualités d'une monnaie moderne, mais il y avait toujours quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, on avait voilà, des pièces d'or, ou enfin, je sais pas, une statue, ou des bananes, ou enfin n'importe quoi, qui faisait office d'intermédiaire des échanges, et ça depuis le début, quoi. Et donc il y a eu plusieurs formes de monnaie. Il y a eu donc ça a été des bouts de papier, ça a été des richesses, des copeaux, de l'argile, voilà, plein de choses sous différentes formes, en fait. Donc la monnaie a évolué, la forme de la monnaie, comment fonctionne la monnaie, ça a évolué dans le temps, mais il y en a toujours eu en parallèle du troc. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que ce mythe de la monnaie qui fonctionne naturellement, sans se poser de questions, on utilise la monnaie sans se poser de questions, parce qu'on pense que c'est naturel et que ça a toujours été comme ça. Et en fait, ça sert à légitimer les rapports sociaux, en fait, comme on va le voir un peu plus tard. C'est-à-dire que la monnaie, elle va servir à distribuer les ressources dans la société, à faire circuler les ressources, mais de façon soi-disant objective, parce que c'est juste des rapports monétaires, quoi. Alors qu'en fait, c'est des rapports sociaux avant tout, avant d'être des rapports monétaires. Et en fait, la monnaie, si vous voulez, c'est ce qui va structurer une économie. C'est-à-dire que c'est la base, c'est le cœur de l'économie, mais ce n'est pas toute l'économie. La monnaie, le système monétaire, c'est juste, voilà, quelle est la référence qu'on prend, la référence commune qu'on va tous se donner pour établir les échanges. Mais après, il y a tous les problèmes de qui produit, pour qui, la propriété des richesses qu'on produit, etc. Qui, ça, sont les règles de l'économie, qui donc est beaucoup plus vaste que juste la monnaie. La monnaie, c'est une petite partie du problème, mais c'est une partie centrale, en fait. Et donc, comme la monnaie, c'est un instrument, c'est un outil qui va structurer l'économie, et donc cet outil, il peut être utilisé en tant qu'instrument de domination, en fait, et ça va permettre aux dominants d'asseoir leur pouvoir. Pour ça, il faut comprendre en fait ce que c'est qu'une économie. Alors, une économie, c'est simplement que voilà, on est un groupe d'individus, on est voilà, une nation où sur un territoire donné, il y a des gens qui vont travailler, qui vont produire des richesses à partir de ressources naturelles, et en utilisant de l'énergie. Et ces richesses sont réparties entre les individus pour que la société fonctionne et, si possible, qu'elle prospère, qu'elle se développe. Donc, collectivement, on produit des richesses,
Et ces richesses, il faut bien se les répartir, il faut que chacun puisse manger, se déplacer, etc. Et cette répartition, elle va être forcément inégale, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, parce qu'on n'est pas tous dans la même situation. Et donc il y a tout un processus politique qui va décider de comment est-ce qu'on répartit les richesses. Et pour répartir ces richesses, eh bien, on utilise principalement la monnaie. Donc on va utiliser la monnaie, merci beaucoup. Il fait une chaleur sous le masque assez insupportable. Le chauffage a été baissé, mais ça veut dire qu'il fera meilleur demain matin. Et ça t'a dit merci. Donc oui, je disais, la monnaie est le principal outil de répartition de richesses dans les sociétés. Et c'est donc un instrument social. Alors notamment dans notre société actuelle, qui est une société donc dans un régime de propriété privée des moyens de production et une économie de marché. J'ai pas le temps de trop rentrer dans le détail, mais globalement, en fait, notre pouvoir dans cette société, il est défini par la quantité de monnaie qu'on possède. Si on a de la monnaie sur son compte bancaire, vous avez des chiffres qui sont grands sur votre compte, et bien ça correspond à être riche, ce qu'on appelle communément être riche, et donc faire partie des dominants, et donc pouvoir accéder aux ressources richesses. C'est le fameux pouvoir d'achat qui est souvent mis en avant, qui est donc cette chose que la monnaie vous donne du pouvoir. Et donc, évidemment, la quantité de monnaie qu'on reçoit à travers notre salaire ou à travers les crédits bancaires qu'on peut faire, eh bien, c'est directement corrélé à notre position sociale. Voilà. Alors en fait, en pratique, la monnaie, ce n'est juste qu'une convention sociale. Elle n'a de la valeur que parce qu'on croit qu'elle a de la valeur. Et qu'on croit communément qu'elle a de la valeur. Et c'est une pure croyance, quoi. Je veux dire, c'est un bout de papier, ou c'est un bout de métal, ou quoi que ce soit. Et ça n'a pas de valeur intrinsèque, c'est toujours une convention sociale. Et puis même, on peut dire qu'il n'y a pas une valeur, mais des valeurs. Un objet, il peut avoir une valeur d'usage, d'échange, une valeur historique, etc., qui n'est pas forcément mesurable avec de la monnaie. La monnaie, c'est avec une certaine monnaie, quoi. Et puis, la valeur elle-même des choses, les valeurs des choses, elles sont subjectives, en fait. On essaie de l'objectiver avec la monnaie, mais il y a des choses pour qui c'est très important, et pour d'autres, ça n'a pas d'importance, donc aucune valeur. Donc il faut toujours garder ça en tête. Et autre chose aussi, l'économie, ce qu'on appelle l'économie en général, la science économique, en fait, c'est pas vraiment une science, quoi. Ou alors c'est une science sociale, c'est une science douce, qu'on pourrait dire, par opposition à la science dure. Et donc les concepts de PIB, d'inflation, de croissance, ce sont des constructions sociales, en fait. Et ce n'est pas une vérité absolue, quoi. Et puis, une chose qui me paraît aussi importante, c'est qu'il n'existe pas une économie, mais des économies. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a l'économie en euros, on va dire. Donc c'est les gens qui produisent et qui utilisent des euros. Donc voilà, et ça forme tout un réseau d'échanges extrêmement complexe, mais ça reste un réseau. Après, il va y avoir l'économie locale du maraîcher qui fait ses légumes et qui en donne une partie, ou qui fait une AMAP, quelque chose comme ça, qui n'est pas forcément directement en euros. Et puis, il y a aussi toutes les économies avec des monnaies locales, avec des échanges directs. Voilà. Ça va jusque-là? Ok. Alors, après, la question, c'est, voilà, un système monétaire, donc, qui est le centre du système économique. En fait, le point important, c'est comment est-ce qu'on crée la monnaie, en fait. La question à se poser, c'est d'où proviennent les euros, en fait. Donc, chacun, on a des euros sur notre compte, on a des sous qui sont marqués sous forme de numéros sur notre compte, et d'où ça provient, d'où viennent ces chiffres, quoi. Et bien, la plupart du temps, ça provient d'une vente. C'est-à-dire qu'on a vendu, donc soit on a passé du temps à travailler, soit on a vendu un objet, soit on a exploité la nature, et on nous a payé quelque chose.
Mais, donc il a été payé par quelqu'un, mais il a bien fallu, à un moment donné, que cet argent soit créé, quoi. Il faut bien qu'il sorte de quelque part, quoi. Et d'où provenait cet argent? Et en fait, la grande chose dans notre système actuel, hein, ça n'a pas toujours été le cas, et c'est une convention, c'est un choix politique, que en fait, les euros proviennent exclusivement des crédits bancaires. En fait, la création monétaire, elle se fait par la dette dans notre système. C'est-à-dire que l'argent, il est effectivement magique. Vous savez, souvent on dit, il n'y a pas d'argent magique, on ne peut pas financer les services publics, etc. Et parce qu'il y a la dette, etc. Et en fait, si, il y a bien un argent magique, et parce que la création monétaire en euros se fait par la dette, par le crédit. On va voir ça un peu plus en détail. Donc, c'est quand vous faites un crédit pour acheter une maison, une voiture ou quoi que ce soit, eh bien la banque, si elle vous autorise, elle va créer cet argent à partir de rien. C'est-à-dire qu'elle va juste faire une inscription comptable sur votre compte. Elle va dire, voilà, plus 100 000, on va vous coûter 100 000. Donc elle va créer 100 000 euros qui vont aller sur votre compte pour acheter votre maison, pour la construire. À partir de ces 100 000, vous les avez sur votre compte en tant que numéro, et vous allez payer l'artisan, payer les différentes entreprises, donc faire circuler cet argent qui va circuler, qui dans les entreprises, ils vont payer leurs salaires, les salariés, etc. Et donc l'argent va circuler, mais tout cet argent provient de la création initiale qui a été faite par le crédit. Et donc ce sont les crédits qui font les dépôts, et non l'inverse. C'est-à-dire que quand on crée de l'argent sur votre compte, quand on vous fait un crédit, on ne va pas chercher les sous dans un autre compte, on les crée à partir de rien. Et donc c'est bien l'argent que l'on crée qui ensuite va faire les dépôts. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne partage absolument pas ce point de vue. D'accord. Vous nous direz pourquoi après, peut-être? Il n'est pas professionnel du tout. Très bien. Alors, je précise effectivement que moi, je ne suis pas un professionnel, hein, et j'ai mon point de vue, et je ne suis pas le seul à le partager. Ce que vous dites là, c'est fallacieux. Si vous non, bon, on discutera à la fin si vous voulez bien. En tout cas, l'argent n'est pas créé ex nihilo par les banques, c'est pas vrai ça? Non. Ah bon, ben écoutez, je suis curieux de savoir quelles sont vos sources et quelles sont votre opinion, mais on verra ça plus tard. J'ai 40 ans de métier bancaire là-dessus. Je Oui. peux vous assurer qu'au niveau où j'étais, on ne crée pas, on crée par la dette, c'est vrai, mais la ressource de la dette, ce sont les dépôts. Ah non, non, c'est pas vrai. En fait, il y a eu avant, si vous voulez, la banque, pour pouvoir créer du crédit, il faut qu'elle ait un minimum de... Ça, c'est dans les règles comptables des accords de Bretton Woods, qui sont il faut que la banque ait dans son capital un minimum d'argent pour pouvoir créer du crédit. Mais cette règle-là, actuellement, elle est complètement je ne partage pas du tout ce abandonnée. point de vue, Non, c'est mais très même une bien. hérésie économique, monétaire, financière. Oui, bon, bien sûr. C'est faux. D'accord, très bien, très bien. Merci de votre contribution. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris, ce que j'ai lu, ce que je vous partage. Après, je ne vous demande pas de me croire, je vous demande d'aller vérifier par vous-même par la suite et on pourra en discuter, ça m'intéresse. Bon, en tout cas, voilà, l'argent est créé ex nihilo par les banques à l'heure du crédit et lors du remboursement du crédit, quand vous allez petit à petit rembourser le crédit,